Salut tout le monde, bienvenue sur l'épisode 13 de la série Génération procédurale. Aujourd'hui, on va ajouter des collisions aux différents meshes qu'on génère dans notre monde, ce qui nous permettra simplement de déplacer un personnage dans notre monde si on le souhaite. Donc, pour se pencher sur ces collisions, on va ouvrir le script Endless Terrain. On va descendre au niveau de la classe Terrain Chunk. Et dans cette classe ici, on a deux variables, MeshRenderer, MeshFilter, donc vous vous en doutez peut-être, on va en créer une troisième, de type MeshCollider, vu que c'est une boîte de collision qu'on va ajouter à nos différents meshes, qu'on va appeler MeshCollider. Directement dans Terrain Chunk ici, on ajoute un component MeshRenderer, MeshFilter à notre objet MeshObject. On va faire pareil, donc on peut copier ça, on va mettre MeshCollider égale meshObject.addComponent meshCollider. Maintenant qu'on a le component qui est prêt, il faut qu'on lui assigne le mesh une fois qu'on l'a récupéré, pour qu'on ait réellement une collision, une boîte de collision qui se crée basée sur le mesh de notre objet. Pour ça, on va descendre un petit peu dans notre méthode updateTerrainChunk qui est ici, et on a dans cette méthode une condition qui dit que si LODMesh.asMesh est sur true, alors on va lire certains éléments. Cette condition, elle est lue uniquement quand on a récupéré le mesh. Donc en fait, c'est à ce niveau-là qu'on va simplement pouvoir ajouter le mesh à notre MeshCollider. Donc on peut dire MeshCollider. Ici c'est shared, alors pas materials, share mesh égale LODMesh.mesh. Donc comme ce qu'on a juste au-dessus. Donc attention au majuscule, LODMesh égale LODMesh.mesh, voilà. On peut sauvegarder tout ça, on va tester, et ça devrait déjà être bon, on devrait déjà avoir un MeshCollider qui apparaît sur tous nos différents meshes. Je vais appuyer sur Play, je vais aller dans la scène, on a tous nos meshes qui se génèrent, et si je clique sur un des meshes, au hasard, peu importe lequel, un MeshCollider qui apparaît effectivement. Et si on double-clique sur le mesh qu'on a dans MeshCollider, on devrait avoir une preview qui apparaît avec le mesh de l'objet. Ok, donc ça a l'air de fonctionner. Alors, on va juste faire un petit ajout qui n'est pas des plus importants, mais qui sera toujours un plus. On a ici un preview mesh qui nous permet de voir un petit peu à quoi va ressembler notre map. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va juste ajouter un script sur cet objet pour qu'il se désactive en fait lorsqu'on passe en mode play. Donc ça nous évitera en fait d'avoir toujours à activer, désactiver l'objet selon ce qu'on a envie de voir dans notre onglet scène. Donc le script va être très simple, ça va être un script en C# qu'on va appeler hide on play, donc caché en mode play, caché au lancement. Je vais y arriver. On va ouvrir ce script, et dans ce script, alors on va enlever tout ça, on va juste garder la void start et on va dire GameObject.setActive false. Donc on va désactiver l'objet qui porte ce script. Potentiellement un script qu'on réutilisera plus tard pour d'autres éléments, c'est pour ça que je l'ai créé. Et on va simplement le glisser sur le mesh. On va appuyer sur play pour tester, et donc le mesh devrait se désactiver, et on devrait avoir nos différents chunks générés dans notre monde. Ici je regarde, on a bien notre mesh qui s'est désactivé, donc c'est parfait, le script fonctionne. Maintenant qu'on a fait ce petit ajout très rapide, on va se reconcentrer sur le thème de la vidéo, c'est-à-dire les collisions de nos différents meshes. Alors, comme vous l'avez vu, on a un MeshCollider qui est ajouté à la génération, on a le mesh qui est bien attribué à ce collider, et donc techniquement on a une boîte de collision sur tous nos meshes. Ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va tester tout ça, parce que nous on l'a vu, mais on l'a pas réellement testé au niveau de la physique, au niveau des collisions. Donc ce que je vous propose, c'est d'importer en fait un personnage dans notre projet, et ce personnage, alors on va faire quelque chose de très simple, vous allez le voir, ce personnage on va pouvoir le déplacer dans notre monde, simplement en se baladant de mesh en mesh, on va simplement se balader à la première personne. Alors dans la série originale sur laquelle je me base, donc la série de Sébastien Lag, dans sa vidéo concernant les collisions, lui il a importé le FPS controller ou le first person controller du standard asset de Unity. Alors honnêtement, je suis pas très fan de cet élément parce que c'est quelque chose que je trouve un peu lourd, il y a beaucoup de lignes dans le script de déplacement, il y a pas mal de choses à faire aussi, si on ne veut importer que ça, parce qu'il y a certaines dépendances en fait dans les scripts. Du coup, ce que je vous propose,
c'est qu'on va importer deux scripts, un script de déplacement, un script pour le mouvement de la caméra, et ça va être deux scripts assez courts et très simples. Pour gagner du temps, je ne vais pas les écrire avec vous, pour deux raisons. Déjà pour gagner du temps. Et la deuxième raison, c'est que si vous regardez cette série, je considère que vous serez en mesure de comprendre les scripts qu'on va importer pour le personnage, et je pense que vous êtes même en mesure de créer votre propre personnage, votre propre système de déplacement, si celui qu'on utilise aujourd'hui ne vous plaît pas. Alors je tiens quand même à préciser qu'on est vraiment sur du prototyping, c'est vraiment un personnage de base juste pour se déplacer et pour tester les collisions. Ce que j'ai fait donc pour ce système de déplacement, c'est que je me suis basé sur un repo qui s'appelle First Person Controller, qui a été créé par Jian Kai Wang. Donc c'est un repo qui est public, que vous pouvez télécharger sur Twitter. Et ce repo vous explique en fait comment faire un personnage à la première personne très rapidement. J'ai bien aimé le système parce que les scripts sont assez courts, ils sont concis. Il n'y a pas trop de choses. De mon côté, j'ai récupéré donc les deux scripts, le script de déplacement et le script de caméra qui sont fournis, et je les ai un petit peu modifiés. J'ai enlevé des commentaires, j'ai passé certaines variables en privé pour ne garder vraiment que l'essentiel. Du coup, si vous allez en description, je vous mets quand même un repo vers... Je vous mets quand même un lien vers ce repo réalisé par cette personne. Et en plus du lien original du repo, je vous ajoute deux liens du site Tuto Unity FR, donc en fait le site de la chaîne. J'ai en fait récupéré, comme j'ai dit, les scripts du repo GitHub, je les ai un petit peu modifiés et je les ai directement ajoutés au site. Donc j'ai crédité l'auteur, je vous rassure. L'idée c'est simplement que si jamais le repo disparaît, si jamais la personne supprime son compte GitHub pour X raison, eh bien au moins vous aurez toujours accès au script depuis le site. Donc deux choix, soit vous allez dans les liens en description, vous récupérez le script Player Controller que vous avez à l'écran ici, et le script Mouse Cam Look, donc vous avez les liens en description. Vous pouvez soit les récupérer, donc les copier et les importer sous Unity, ou alors vous pouvez les réécrire, vous pouvez faire pause et réécrire ces deux scripts si vous voulez un petit peu pratiquer. Moi, je vais faire la technique du gros flemmard, et pour gagner du temps pour cette vidéo, je vais simplement les copier. Vous pouvez récupérer ce script en cliquant sur Copy, ici en haut à droite du script, ou alors vous pouvez simplement sélectionner toutes les lignes. Je vais retourner dans Unity, je vais créer un nouveau script en C# que je vais appeler Player Controller. On va attendre que la compilation se fasse, on peut ensuite ouvrir ce script. Vous pouvez simplement coller toutes les lignes, donc voilà pour ma part, je vais sauvegarder ça. Je retourne sur le site, je vais sur l'autre lien, et je récupère le script pour le déplacement de la caméra, qu'on va appeler Mouse Cam Look. Donc je retourne sur Unity, nouveau script en C#, Mouse Cam Look. On peut ouvrir ce script, on colle ce qu'on a récupéré, et c'est bon pour les scripts, ils sont importés, il ne reste plus qu'à mettre en place le personnage dans la scène. Alors je passe très rapidement sur les scripts, c'est vraiment très basique, je pense que vous êtes tous en mesure de comprendre si vous comprenez ce qu'on fait dans cette série. Donc le script Mouse Cam Look, il va gérer en fait le déplacement de la caméra, le mouvement de la caméra. Donc si on déplace la souris à droite, on va regarder à droite, si on déplace la souris vers le haut, on va regarder vers le haut, etc. C'est vraiment quelque chose de... un personnage à la première personne très simple. Donc tout se fait quasiment dans l'update, il y a quelques variables qui sont... il y a une variable qui est en public pour Mouse Cam Look, vous allez pouvoir gérer la sensibilité de la vue. Et dans le script Player Controller, c'est un peu le même principe. On déplace le personnage dans la fonction update basée sur les axes vertical horizontal. Donc en fait, on va utiliser WASD ou ZQSD si vous voulez déplacer le personnage dans la scène. Vous pouvez donc aller dans Game Object, 3D Object. On va ajouter une capsule. Alors je vais la décaler un petit peu. Sur cette capsule, on va ajouter un Rigid Body. Donc un Rigid Body classique, pas besoin de changer les paramètres, on va laisser la gravité. Sur cette capsule, on peut simplement ajouter le script Player Controller qu'on vient d'ajouter. Au niveau de la vitesse, alors il me semble que la vitesse de base est très élevée, alors j'en suis plus très sûr, je sais plus exactement, j'ai fait pas mal de tests en fait avec plusieurs scripts. Je vais mettre la vitesse à 5 pour l'instant. Dans la capsule, on peut faire un clic droit, caméra, et la caméra qui va être ajoutée, on va simplement la mettre un petit peu plus en hauteur dans notre capsule, donc voilà, vous faites ça un petit peu à l'œil. On va retourner sur la capsule, on va supprimer, on va désactiver le Mesh Renderer pour l'instant,
Et on a déjà un personnage qui est tout prêt. On peut renommer la capsule en player. Sur la caméra, évidemment, ne pas oublier le mouse cam look. On a une petite variable à glisser ici qui est character, c'est simplement notre joueur en fait, c'est le parent. Alors en soi on aurait pu directement récupérer le parent, je suis plutôt parti sur une variable, généralement je fais toujours ça avec les caméras des joueurs, et vous avez une sensibilité qui est à 5 de base. Et donc là on est déjà pas trop mal. Donc vous pouvez aller sur player, on va le placer, on va le mettre en position 0,0 pour l'instant. On va monter un petit peu le joueur sur la position Y pour être sûr qu'il soit bien au-dessus de la map. Donc on va le mettre... ouais. Alors par précaution, on va le mettre voilà, 150 unités de hauteur. Je sais pas trop... Il me semble que notre map est à 0 en hauteur. Je suis pas sûr, on va vérifier, hein, on verra. Je vais mettre l'onglet Game à part, comme ça on pourra voir les deux. Et juste avant d'appuyer sur Play, il y a un petit oubli de ma part très important. Il faut que vous alliez dans Rigid Body, Contraintes et Freeze Rotations, pour que les rotations soient gérées uniquement via le script et pas via le rigid body, sinon votre personnage va faire n'importe quoi au moment où il va toucher le sol. Donc c'est parti, on peut appuyer sur play. On a notre personnage qui tombe du ciel jusqu'à arriver au sol, et vous pouvez maintenant le déplacer avec les touches de votre clavier, donc soit avec les flèches directionnelles, soit avec les touches WASD. Vous pouvez passer en mode ZQSD dans le menu des inputs. Alors c'est vrai que le speed est peut-être un peu bas. Je vais augmenter ça un petit peu, on va mettre à 15, et là je me déplace déjà un peu plus rapidement. On va pouvoir mettre l'onglet Game en grand, et on peut maintenant tester réellement notre système de collision. On peut se balader dans notre map avec un personnage. Donc libre à vous d'utiliser le même que moi pour des raisons de prototyping. Dans cette série, on ne traitera pas la création d'un personnage très avancé, hein. Cette série se base vraiment sur la génération du monde, sur le procédural, tout ce qui est personnage. Je vous laisse le soin de regarder d'autres vidéos sur YouTube, que ce soit de ma chaîne ou d'une autre évidemment. Chez nous, le système est très basique, on a simplement un collider sur les différents meshes, donc que vous soyez à la première personne, à la troisième personne, ou que vous fassiez même un jeu en vue top-down, vue de haut, ça fonctionnera aussi. Ok, donc voilà pour notre personnage. Alors oui, j'en profite pour vous montrer, vous voyez là que je peux faire un petit peu n'importe quoi avec mon personnage. J'ai même pas ajouté de clamp au niveau des rotations de la caméra, ce qui fait que si je regarde trop en bas et que je continue de regarder vers le bas, eh bien je peux voir à l'envers, j'ai ma caméra qui est complètement retournée. Donc c'est pas un bug, hein, c'est voulu en fait. C'est juste que j'ai évité d'ajouter des lignes, on va dire, de surplus. Mais pour les tests, ce sera largement suffisant. Je vais juste remettre la vitesse de mon joueur à 15, c'est pas trop mal, je vais même mettre un petit peu plus à 20. Et au niveau de la sensibilité de la caméra, 5, c'était pas trop mal pour moi. À vous maintenant de changer les valeurs si jamais ça ne vous plaît pas. Alors on va faire quelques petites modifications pour adapter notre projet aux joueurs qu'on vient d'ajouter. Déjà dans Map Generator, dans le script Endless Terrain, nous avons un viewer qui correspond actuellement à un simple cube qui est présent dans notre scène. En fait, ce qui se passe, c'est que c'est basé sur ce cube qu'on va en fait générer les différents meshes. Sauf que maintenant, c'est plus sur ce carré qu'on va se baser, donc on peut le désactiver, on va pas le supprimer pour l'instant. Et dans Map Generator, on va glisser notre joueur à la place de viewer ici. Comme ça, au fur et à mesure que notre joueur se déplace dans le monde, eh bien, on va pouvoir générer les différents meshes nécessaires. Alors, également autre chose, alors c'est vrai que je m'en suis rendu compte avant, mais vous avez peut-être remarqué que le terrain sur lequel on est actuellement est très très grand par rapport aux joueurs. Alors d'ici ça se voit peut-être pas super bien, mais quand on est en mode play, quand on est sur la fenêtre game, ça se voit. Pour modifier ça, on peut se rendre dans... alors je sais plus exactement où on l'a mis, dans Endless Terrain, on a un scale ici qui est à 5, donc c'est cette valeur qui permet en fait d'agrandir l'échelle du terrain ou au contraire de la diminuer. Donc là on a mis un scale, une échelle de 5, qu'on peut je pense diminuer à 2. Je vais essayer de vous montrer quelque chose. On a à certains moments des petits problèmes au niveau de la génération. On a en fait des freezes, le temps que le terrain se génère, le temps qu'un mesh se génère. Donc je vais essayer de vous montrer ça. Je vais aller dans Window. Alors je sais plus du tout où est le profiler. Alors voilà, Analysis,
profiler. Le profiler, en gros, permet de savoir qu'est-ce qui est généré dans notre scène, qu'est-ce qui prend combien de temps pour générer, est-ce que les scripts... quelle est l'utilisation en fait du processeur et d'où ça vient, ce genre de choses. Le mieux c'est carrément que j'appuie sur play et que je vous montre, ça sera beaucoup plus simple. Vous allez voir de jolis graphiques qui vont apparaître dans le profiler, donc ce qui nous intéresse c'est surtout la partie haute qu'on a, donc celle avec le graphique qui est en train de défiler. Et ce que j'aimerais vous montrer c'est à la génération d'un mesh. Donc on va faire ça... je vais augmenter la vitesse de mon joueur dans le player controller et je vais me déplacer dans la scène et je vais essayer de vous montrer. Alors là je suis passé sous la map parce que je suis très rapide et voilà ce que je voulais vous montrer. Donc je suis passé sous la map simplement parce que la physique est peut-être pas très bien respectée dans le projet actuellement, donc ça se joue notamment sur le rigid body et sur le collision detection qui devrait être beaucoup mieux si on passait en continu. Mais ça nous intéresse pas tellement pour le moment. Ce qui nous intéresse, c'est ceci ici. Vous pouvez voir qu'on a deux spikes, comme on appelle ça, deux freeze spikes. Donc on a eu deux moments où on a l'écran en fait qui s'est bloqué un certain temps avant de se débloquer et de reprendre le cours normal du jeu. Avec ma souris, je vais simplement cliquer sur un des lag spikes, des freeze spikes qu'on a ici. Et on peut voir que ces free spikes ils sont en orange et on voit à gauche la légende que le orange c'est la physics. Donc il y a quelque chose dans notre projet au niveau de la physique qui fait qu'on a de gros freeze à certains moments et c'est pas forcément super agréable. Alors dans des jeux en génération procédurale il y a beaucoup de calculs qui sont faits, donc ça arrive, c'est pas si grave que ça, mais on va faire en sorte d'améliorer ça un petit peu. Donc pour faire ça, on peut aller dans la fenêtre qui est juste en dessous ici dans la timeline et on voit qu'en orange on a quelque chose qui s'appelle Mesh Bake Physics Collision Data. Ça, en gros, c'est ce qui pose problème. On voit que ça a pris 380 ms pour charger, ce qui est quand même assez lourd, hein, mine de rien, c'est quand même assez long, même pour de gros calculs comme on en fait dans notre projet. Donc ça, en fait, c'est dû notamment au collider qu'on ajoute à nos meshs. En fait, là, actuellement, dans notre scène, tous nos meshs ont un collider qui leur est attribué. Le truc, c'est que on n'a pas forcément besoin, vous voyez, là, mon joueur, il est à ce niveau-là. Donc, il est sous la map actuellement, mais bon... Mais c'est pas très important, imaginons qu'il soit donc sur la map à ce niveau-là. Effectivement ici, on va avoir besoin d'avoir un mesh collider pour que le joueur ne passe pas en dessous de la carte là où il se déplace, sur le mesh où il se déplace. Par contre, on n'a absolument aucun intérêt à avoir un mesh ici, 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 et en bref, partout où le joueur n'est pas. C'est-à-dire qu'on a besoin de rendre visuellement le chunk, parce que le joueur peut le voir, mais on n'a aucun intérêt à activer des collisions et de la physique dessus. Ça va simplement nous prendre des ressources, et le joueur ça lui sert à rien, parce qu'il sera jamais en collision avec un mesh qui est très loin de lui. Donc on va essayer d'améliorer un petit peu notre système, pour éviter d'avoir ce genre de freeze ici. Donc comme je le disais, on va éviter de générer les colliders sur les meshs où le joueur ne se trouve pas, et ce qu'on peut aussi faire, c'est activer un collider d'un niveau de détail moins important que celui qu'on a actuellement. En soi, on pourrait se dire que c'est une mauvaise idée parce qu'on va avoir de gros décalages entre le visuel et le collider, mais vous allez voir que mine de rien ça va être assez proche. Et puis dans tous les cas, je pense qu'on va faire en sorte de pouvoir laisser le choix au niveau du paramétrage du projet pour utiliser un collider qui est, on va dire, très détaillé ou un collider qui est un peu moins détaillé, basé sur un LOD un petit peu plus faible. Donc on va se rendre dans le script Endless Terrain, on va aller tout en bas au niveau de notre struct LOD info ici. On va ajouter une nouvelle variable publique, une booléenne, qu'on va appeler use for collider. On va retourner dans Unity, dans le map generator. Sur notre script Endless Terrain, on a donc nos différents niveaux de détail, du plus détaillé, l'élément 0, au moins détaillé, élément 1 puis élément 2. Et donc ce qu'on va faire, c'est que maintenant on a une booléenne qui a été ajoutée, d'ailleurs j'ai fait une faute, c'est use for collider et pas fall collider, et on va pouvoir en fait choisir lequel de nos niveaux de détail on va utiliser pour les collisions. Ce que je vais faire, c'est que je ne vais pas utiliser le niveau de détail le plus élevé, je vais utiliser le second.
C'est-à-dire que nous, ce qu'on va rendre visuellement là où est le joueur, c'est le niveau de détail le plus élevé, donc visuellement, mais au niveau des collisions, ça sera pas exactement le même que le mesh qu'on a généré en fait, que le mesh sur lequel on se trouve. Donc je vais cocher le deuxième. Par contre, entre le niveau de détail 0 et le niveau de détail 4, eh bien il y a quand même une sacrée différence. Ce qui fait que là, le collider qu'on va utiliser et le visuel qu'on aura seront très différents. Et donc là, le joueur va vraiment le ressentir et ça sera pas agréable. Il aura vraiment l'impression de marcher sur des surfaces qui sont invisibles en fait. Donc ce qu'on va faire, c'est que je vais baisser mon niveau de détail ici. Je vais le passer à 1. Et le troisième niveau de détail, je vais un petit peu l'augmenter également. Je vais le passer à 4. Ce que je vais faire également, parce que mine de rien, là j'ai augmenté les différents niveaux de détail, hein, on aura donc quelque chose de plus détaillé visuellement. Je vais baisser un petit peu les distance threshold. Donc le premier niveau de détail, ce sera pour les 100 unités autour. Le second, ce sera pour les 250. Et le dernier, ce sera pour les 400. On va retourner dans Endless Terrain. On va remonter un petit peu jusqu'au niveau du constructeur Terrain Chunk où les meshs sont générés ici. Et à ce niveau-là, il va falloir qu'on garde en fait une référence au niveau de détail qu'on va utiliser pour les collisions. Donc on va remonter un petit peu, on va ajouter une nouvelle variable LOD mesh. Cette fois-ci, ce ne sera pas une array parce qu'on n'en aura qu'une seule, et ce sera la collision LOD mesh. Et maintenant, on va peupler cette variable, donc on va descendre au niveau de la boucle dont je viens de vous parler. On va faire une vérification, on va dire que si le niveau de détail actuel, donc details levels i point use for collider, donc si la case use for collider est cochée, on va dire que notre nouvelle variable collision LOD mesh va être égale à LOD meshes actuel, donc i. Du coup, on va descendre dans notre méthode update terrain chunk. À ce niveau-là ici, on n'a plus envie d'attribuer directement un mesh collider et de récupérer le mesh actuel. Donc c'est ce qu'on a ajouté en fait au début de la vidéo. Vu que nous on veut avoir un collider particulier, c'est celui qu'on a défini dans l'inspector. Et en dehors de cette boucle ici, on va ajouter une nouvelle condition. On va dire que si le LED actuel est égal à 0, c'est-à-dire que c'est le niveau de détail le plus élevé, c'est-à-dire que c'est vraiment là où se trouve le joueur en fait, eh bien on va attribuer le bon niveau de détail pour la collision, le bon niveau de collision, on peut appeler ça comme ça. Donc dans ce cas-là, on va vérifier si collision LOD mesh a actuellement un mesh. Si c'est le cas, on va dire que le mesh collider actuel va, ou plutôt le mesh de notre mesh collider actuel va être égal à collision mesh collision LOD mesh.mesh. Et dans le cas contraire, si on n'a pas de mesh dans collision LOD mesh, on va vérifier si le mesh a été requested, est-ce qu'il a été demandé. Donc nous, il nous faut absolument en fait qu'on récupère le mesh, donc on va dire que si collision LOD mesh.as requested mesh est sur false, donc si le mesh n'a pas été demandé, qu'il n'a pas été récupéré, eh bien ça serait le bon moment de le faire, donc on va dire collision LOD mesh.request mesh, on va demander à récupérer le mesh en envoyant notre map data, ce qui fait qu'on récupérera le mesh très rapidement et qu'on pourra l'attribuer à notre mesh actuel. Maintenant qu'on a fait tout ça, on va pouvoir retester. Je vais simplement appuyer sur play. Je vais retourner dans la scène, je vais mettre juste pause très rapidement, alors je vais quand même attendre que le joueur arrive en bas, voilà. Si je regarde le mesh sur lequel se trouve mon joueur, on peut voir qu'on a effectivement un mesh collider qui est activé. Comme vous pouvez le voir, donc on a des collisions, hein, le joueur n'a pas traversé le sol, alors bien qu'il ait la caméra totalement à l'envers, au moins il n'a pas traversé le sol, c'est déjà pas mal. Par contre, si on regarde les meshs qui sont autour, on peut voir qu'il y a un mesh collider, mais il n'y a pas de mesh attribué. Donc en réalité, si le joueur marchait sur ce mesh, eh bien il traverserait simplement le sol, parce qu'il n'y a pas de boîte de collision. Donc voilà qui est
fait, ça fait déjà une belle optimisation. On va le revoir au niveau du profiler, on va refaire un test. Mais juste avant, je voulais vous montrer autre chose. Donc je choisis le terrain chunk sur lequel se trouve mon personnage. Si je double-clique ici dans Mesh Filter, et que j'ouvre ma preview, on peut voir qu'on a 57 121 vertices qui sont présents sur ce mesh, ce qui est déjà un gros paquet, hein. Donc 57 000. Par contre, si je fais un double-clic sur le mesh qui est ici dans Mesh Collider, vous pouvez voir qu'on n'en a que 14 161. Ce qui veut dire qu'on a en fait à peu près 4 fois moins de vertices sur la version Collider, sur la version collision, que sur la version visuelle avec le Mesh Filter. Donc c'est ce que je disais, c'est que plutôt que de prendre dans Map Generator, plutôt que de prendre le même niveau de détail pour la collision que pour le visuel, eh bien on a pris une boîte de collision qui est un petit peu moins importante. On a pris un niveau de détail un petit peu moins important pour générer la collision. Et donc là je vous invite à essayer. Alors normalement vous ne devriez pas avoir de différence notable. Vous devriez à peu près suivre le terrain au moment où vous vous déplacez sur la carte. Si jamais vous sentez vraiment que la boîte de collision ne correspond pas au visuel que vous avez, eh bien libre à vous de cocher plutôt Use for Collider ici pour le meilleur niveau de détail et ne pas l'utiliser sur un niveau de détail plus faible. Mais honnêtement, je trouve que c'est quand même largement acceptable. J'ai même pas l'impression en fait de ne pas respecter le visuel, donc c'est plutôt pas mal. Ce que je vous propose maintenant, c'est de réouvrir le profiler. Je vais malheureusement vous gâcher la surprise en fait. On va améliorer quand même les performances avec ce qu'on vient de faire, mais on aura toujours par moment des freezes qui apparaîtront. Et ça, on ne pourra pas y faire grand chose, c'est simplement le moteur, c'est la façon dont on a créé notre système également. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais aller sur le joueur. Je vais augmenter la vitesse, allez on va mettre 70, je vais essayer de ne pas passer sous la carte cette fois-ci. Et je vais simplement me déplacer. Et on a eu, voilà, un des freezes que je voulais vous montrer. Alors pour l'instant on n'en a qu'un. On en a eu un deuxième. Je vais m'arrêter là. J'ai fait une petite coupure pour pouvoir bien filtrer les différents résultats pour vous montrer en fait exactement ce qu'on avait avant. Donc le même freeze qu'on avait avant, cette fois-ci il est à 84 millisecondes. Et si je me trompe pas, avant on était à 300 et quelques. Donc on a quand même divisé par 3 la durée du freeze et donc la demande en ressources, en supprimant les colliders des meshs qui sont lointains, qui sont loin de notre joueur, et en baissant un petit peu également le niveau de détail des collisions pour le mesh sur lequel se trouve actuellement le joueur. Mais on va pouvoir encore améliorer notre système et notre optimisation. Je vais activer ici dans CPU Usage uniquement les scripts. Et on peut voir que à peu près en même temps en fait que nos freezes liés à la physique, on a nos scripts qui demandent quand même pas mal de ressources à un moment. Et du coup concernant ces freezes venant de nos scripts, on peut voir en bas si je vais dans Player Loop que 78% du total est dans update.script run behavior update. On peut ouvrir ça. 78,1, donc ça en fait c'est l'utilisation, hein. C'est basé sur ces pourcentages, on peut savoir d'où est demandé le plus de ressources. On peut voir que mapgenerator.update consomme 78% de l'utilisation totale du CPU qui est faite. On va même pouvoir identifier un petit peu mieux depuis de l'intérieur de ce script d'où vient en fait, qu'est-ce qui demande en fait le plus de ressources. Donc pour ça par contre il faut qu'on coupe le mode play. On va activer ici le Deep Profile dans le Profiler, donc vous pouvez cliquer sur le petit onglet ici. Alors, le Deep Profile, il va en fait loguer énormément d'informations, donc le jeu peut tourner beaucoup plus lentement dans la scène. Voilà, j'en ai un, donc je vais pouvoir mettre sur pause. Je vais placer mon curseur au niveau de ces freezes, et là on peut voir, on peut ouvrir Player Loop. Update Script Run Behavior, donc toujours le même endroit, toujours Behavior Update, toujours mapgenerator.update. Mais à l'intérieur maintenant, on a les informations sur quelle méthode demande en fait le plus de ressources. Donc on va augmenter ça un petit peu. Et on peut voir que c'est notamment ledmesh.onMeshDataReceived, on peut ouvrir encore une fois. Et on a meshdata.createMesh qui utilise 86% de l'utilisation du CPU à ce moment précis. Donc à l'intérieur,
encore une fois, de CreateMesh, on peut voir Calculate Normals. Donc en fait, petit à petit, on peut savoir, en décortiquant un peu le script, d'où est demandé le plus de ressources. Et chez nous, le problème, il vient clairement de Calculate Normals. On prend beaucoup trop de temps, beaucoup trop de ressources pour calculer les normales. Donc, on va voir un petit peu comment on peut améliorer ça. On peut désactiver le Deep Profile, on va ouvrir le Mesh Generator, donc notre script ici, et on va chercher un petit peu la partie incriminée, qui est Calculate Normals. Donc voilà la méthode incriminée, voilà laquelle nous fait perdre pas mal de ressources, mine de rien, dans notre projet. Donc, pour la faire court, ce qui se passe, vous vous souvenez que dans cette série, on a fait un épisode sur les threads qui permet en fait de découper, on va dire, plusieurs scripts, plusieurs méthodes, plusieurs calculs, de séparer ça sur plusieurs threads, donc sur différents éléments pour éviter de surcharger l'un des threads de notre jeu. Donc l'un des fils, l'un des processus en fait de notre jeu, donc on va les découper en plusieurs parties pour éviter d'en surcharger un, et donc de demander trop de ressources qui causent des freezes. Alors, je sais que c'était un épisode qui était très difficile à suivre, qui était très difficile à enregistrer également, donc on va la faire court, mais ce qu'on va faire, c'est qu'en gros, Calculate Normals, on va le déplacer dans un autre thread pour gagner en performance. Pour faire ça, on va se rendre dans notre méthode, dans notre classe MeshData. Alors, classe MeshData, je vais faire les recherches comme ça, ce sera plus simple. En dessous de UVs, ici, on va créer une nouvelle array de type vector3. Et on va y stocker les normals qui sont déjà baked. On va descendre juste au-dessus de create mesh. Donc c'est d'ailleurs depuis CreateMesh qu'on appelle Calculate Normals ici. On va créer une nouvelle méthode publique qu'on va appeler Bake Normals. On va ouvrir ça et on va dire que notre array Bake Normals, elle va être égale à Calculate Normals. Et ici, donc plutôt que d'appeler directement Calculate Normals, on va assigner Bake Normals. Et du coup, Bake Normals, ce qu'on va faire, c'est qu'on va simplement l'appeler à la fin de Generate Terrain Mesh. Donc juste avant le return, on va dire meshdata.bakeNormals. Et rien que ça devrait déjà nous faire gagner en performance. Simplement parce qu'en fait, Generate Terrain Mesh, il est en dehors en fait de notre main thread, donc il est déjà à part. Et je pense que niveau ressources, on peut déplacer notre méthode de calculation des normales sur le même processus, sur le même fil que Generate Terrain Mesh. Donc ça devrait être déjà un petit peu mieux. On va faire un dernier test. Alors j'ai pas fait attention à combien on était, donc 464 ms d'après ce que je vois environ. Ouais, on va arrondir à 480. On va activer le Deep Profile. Je vais en profiter tout de suite pour augmenter la vitesse de mon joueur, je vais mettre à 70, et on va voir un petit peu ce que ça donne, combien de millisecondes on va gagner dans un autre processus. Donc je vais attendre que le joueur tombe au niveau du sol, et c'est parti, on va se déplacer un petit peu, on va provoquer un freeze, alors c'est pas très grave, je suis passé sous le terrain. Donc contrairement à ce qu'on peut croire, ce n'est pas ce freeze ici en fait qui a été généré par notre Calculate Normals. En fait on peut voir que à 54% c'est l'éditeur qui est responsable, notamment à cause du Deep Profile, comme j'ai dit, qui prend pas mal de ressources. Donc nous ce qui nous intéresse en fait c'est ce tout petit freeze qu'on a ici, qui était en fait avant beaucoup plus important. On peut voir que, donc on va dans Player Loop, Update, Behavior Update, Map Generator Update. LOD Mesh on Mesh Data Received, Create Mesh, et à l'intérieur on n'a plus le Calculate Normals, donc on va simplement se baser sur ce qu'on a ici. On est à 26% d'utilisation du CPU à ce moment-là, sur les 100% qu'on utilise on est à un quart seulement, alors qu'avant on était à 80%, donc on a quand même fait une belle évolution au niveau de l'optimisation pour notre script. Et c'est tout pour cet épisode 13, que je pensais être quand même un petit peu plus court. J'espère que cet épisode 13 vous a plu, vous pouvez maintenant vous déplacer un petit peu dans votre projet avec un personnage à la première personne que je vous ai proposé, libre à vous d'en ajouter un autre à ce niveau-là.
On va pas trop retravailler le joueur, hein, c'est vraiment pour du prototyping, c'est vraiment pour se balader dans la scène et voir un petit peu ce qu'on a réalisé, hein, voir un petit peu l'effet qu'on procure au joueur quand il se déplace. On a ajouté des collisions, on a fait un petit peu d'optimisation avec l'utilisation du profiler, donc on a quand même pas mal avancé. Au prochain épisode, on va faire un ajout qui est très intéressant et que je trouve très joli, c'est le flat shading. Donc en fait, on va toujours rester sur du low poly, mais plutôt que d'avoir des terrains avec des courbes, avec des montées au niveau des montagnes, on va vraiment créer des triangles. Et vous allez voir que ça va être un effet qui est très joli, que moi j'aime beaucoup. Donc j'ai très hâte de vous proposer le prochain épisode de la série. Comme d'habitude, pour rappel, vous pouvez soutenir Sébastien qui a réalisé la série sur laquelle je me base via son Patreon. Vous pouvez également aller voir sa chaîne YouTube où il fait des vidéos très intéressantes. Quant à moi, vous pouvez, si vous le souhaitez, me soutenir sur Tipeee et Utip en faisant un don ou en regardant volontairement des publicités. Pour plus d'informations, vous avez les deux liens en description. Et avant de terminer la vidéo, un énorme merci aux tipeurs du mois dernier qui sont affichés à droite de l'écran et un remerciement tout spécial à Tenno et Spyprog. Je vous dis à très bientôt pour le prochain épisode de la série Génération Procédurale. Salut!